Bonjour tout le monde. Bonjour. Je me présente, mon nom est Patrick Gaudreau, je suis professeur à l'École de psychologie de l'Université d'Ottawa. Depuis à peu près une quinzaine d'années, on fait de la recherche en psychologie de la motivation avec des athlètes, des employés, des étudiants, avec l'objectif de comprendre c'est quoi les défis qui sont inhérents à la poursuite d'objectifs pour essayer de mieux performer au quotidien dans toutes les tâches qu'on essaie d'accomplir. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de vieilles méthodes pour essayer de motiver les gens. On va voir que certaines de ces méthodes-là sont plus ou moins efficaces et tranquillement, pas vite, je vais vous amener à regarder quelque chose qui est un petit peu plus utile pour essayer de soutenir les gens, pour les motiver, plutôt que d'essayer de les pousser à faire des activités. Et à la toute fin, on va avoir le temps de répondre à vos questions et de discuter des thèmes abordés durant la présentation. Bon, la bonne vieille méthode qu'on connaît pour motiver les gens, c'est le bâton et la carotte. Donc, essentiellement, pendant longtemps et encore aujourd'hui, on pensait que le fait de punir les gens, de les menacer, de les contraindre, de les réprimander, de les critiquer, pouvait être une façon de les amener à passer à l'action. Le problème avec ces formes de motivation-là, c'est que plus souvent qu'autrement, on crée chez les gens exactement ce qu'on essaye d'éviter. On va avoir des gens qui vont finir par avoir peur de l'échec, plutôt que d'essayer d'aller chercher la victoire ou essayer d'aller chercher les gains. Ensuite, plus on punit les gens, plus éventuellement ils vont faire leur activité pour des raisons qui ne sont pas les bonnes raisons. Ils vont faire l'activité pour éviter les punitions, plutôt que pour essayer d'aller s'accomplir en tant qu'individu. Et finalement, les punitions, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, ça demeure souvent une forme de violence verbale ou de violence physique. Souvent, avec les entraîneurs sportifs, je leur dis, le sport est probablement le dernier milieu dans lequel des parents acceptent encore aujourd'hui que des adultes inconnus crient après des enfants. Et l'effet sur l'enfant est le même qu'on soit dans un gymnase, dans un aréna ou dans un parc, que si on était dans un centre d'achat le samedi après-midi. Si un adulte arrivait et commençait à crier après les enfants un samedi après-midi dans un centre d'achat, on appellerait la sécurité. Alors que souvent, dans les gymnases, on tolère ça, puis on se dit, bien, on fait ça, c'est bon pour le développement des enfants. Mais l'effet sur les enfants est le même. C'est un effet négatif qui les amène à avoir peur de l'adulte, à avoir peur de l'échec et éventuellement peut-être même à abandonner la poursuite des activités qu'ils font. Une autre méthode qu'on utilise, qui est plus ou moins efficace, c'est les récompenses. Donc, on pense que les gens sont motivés à aller chercher la carotte. Récompenses non verbales, des thumbs up, des applaudissements, des sourires, c'est quelque chose qui est facile à faire et qui a uniquement des effets positifs sur la motivation des individus. Les récompenses verbales, il faut faire attention. Quand on valorise, qu'on récompense l'effort, le comportement, le processus, plus souvent qu'autrement, les effets sont très bénéfiques pour les apprenants. Par contre, quand on valorise le talent et l'effort, le talent et la personne, souvent, on finit par avoir des effets indésirables. Tu es un champion, tu es bon, tu es le meilleur. Ce n'est pas nécessairement le genre de feedback et le genre de récompense verbale qu'on a envie de donner à nos apprenants. Les récompenses matérielles, il y a énormément de débats présentement dans nos sociétés à savoir si on devrait donner, par exemple, une médaille à tous les enfants qui participent à une compétition sportive. Bien, la réponse, c'est oui. Il n'y a aucun effet négatif à donner des récompenses qui sont centrées sur la participation, le travail et l'effort. On commence à avoir des effets négatifs quand on donne des récompenses qui sont contingentes à la performance ou à un certain niveau d'accomplissement. Et ça devient très dommageable si pour obtenir la récompense, il faut que tu produises des choses parfaites. On est dans une société qui vise de plus en plus la perfection au niveau de notre image, au niveau de nos comportements. Et malheureusement, le fait de récompenser l'atteinte de la perfection fait en sorte que les gens deviennent de plus en plus malheureux à essayer de poursuivre quelque chose qui n'existe pas. La perfection, ça n'existe pas. Une fausse croyance tenace par rapport à la motivation aussi, c'est le mythe de Sisyphe dans la mythologie grecque. Sisyphe a été puni par les dieux parce qu'il a apporté des secrets que les dieux ne voulaient pas révéler aux simples mortels que nous sommes. Et sa punition, ça a été d'avoir à transporter la roche au sommet de la montagne jusqu'à la fin de sa vie. Donc, quand il arrivait en haut, comme dans un jeu de serpent à échelle, il retournait à la case départ, puis il fallait qu'il recommence. Et de ça vient la fausse croyance que les gens n'aiment pas faire des efforts. On a aussi la fausse croyance qui dit que les gens préfèrent choisir des tâches faciles plutôt que des tâches difficiles.
Et à cause de ces fausses croyances-là, on a l'impression que la seule façon de motiver les gens, c'est de leur pousser dans le dos pour les aider à accomplir les choses qu'ils ont à faire. Le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Plus on pense que les gens n'aiment pas faire des efforts, plus on leur pousse dans le dos. Plus on leur pousse dans le dos, moins ils ont envie de faire des efforts, et moins ils ont envie de faire des efforts, plus on est obligé de leur pousser dans le dos. De telle sorte qu'en tant que gestionnaire, on est pris avec des gens qui sont amotivés et qui ont de la difficulté à se prendre en main par eux-mêmes. Dans un contexte comme ça, on blâme tout le temps la personne, on ne blâme jamais la roche. Et au final, ce qu'on sait, c'est que les gens aiment faire des efforts. Lorsque le défi est optimal, quand la motivation vient d'eux, et quand on leur offre la possibilité d'avoir une définition qui est optimale du succès. Pour être capable de créer un niveau de défi optimal, ça a l'air simple, mais ce n'est pas facile. Donc, il y a toutes sortes d'exemples. Quand vous réussissez dans une entreprise avec des étudiants, avec des athlètes à créer le bon niveau de défi dans une tâche, ils vont être engagés, ils vont avoir du plaisir, ils vont être confiants, ils vont être concentrés, puis ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Quand vous mettez une tâche qui est trop difficile, malheureusement, ils vont être anxieux, ils vont être inquiets, ils vont être stressés, ils vont avoir peur d'échouer. C'est quoi des exemples de tâches qui représentent des défis qui sont juste trop difficiles pour vos gens avec qui vous travaillez? Quand ce n'est pas sécuritaire, quand les probabilités de réussir la tâche sont à peu près nulles ou inexistantes, quand on leur donne trop ou pas assez de feedback, quand on met le focus sur les erreurs plutôt que de mettre le focus sur le succès, et quand on est trop sérieux et qu'on n'a pas de plaisir avec eux. Je le dis aux coachs constamment, votre outil de travail numéro 1, ce n'est pas votre sifflet, ce n'est pas votre tableau blanc avec des X et des O pour montrer des jeux aux enfants, c'est votre sourire. Si vous utilisez cet outil-là d'apprentissage, votre sourire, vous allez être un coach qui est apprécié par tout le monde et vous allez avoir des athlètes qui vont progresser, s'améliorer et qui peut-être même éventuellement vont vous rapporter plus de victoires que si vous avez l'air bête et que vous ne vous amusez pas avec eux. Au contraire, l'ennui s'installe quand tout est trop facile. Quand on est capable de réussir sans même faire d'efforts, quand les tâches sont trop longues, que nos attentes sont ambiguës, qu'on devient routinier, répétitif, prévisible, qu'on laisse les gens seuls, qu'on les isole, qu'on ne leur permet pas d'interagir ensemble. Quand le défi n'augmente jamais au fur et à mesure qu'on s'améliore, on place les gens dans des conditions où éventuellement ils vont s'ennuyer dans les tâches et ils ne seront pas motivés à accomplir ce qu'ils ont à accomplir. La deuxième chose, c'est qu'on aimerait que la motivation vienne de nous. Plutôt que d'avoir des gens qui nous forcent, qui nous poussent, qui nous encouragent, on voudrait vraiment être la personne qui conduit le véhicule et qui est motivée par elle-même à faire les tâches. C'est ce que nous, on appelle la motivation autonome. Donc, c'est quand l'activité est tellement le fun qu'on la fait uniquement pour le plaisir associé à cette activité-là. On n'a pas besoin de récompense. Même si j'enlevais toute forme de récompense, les gens continueraient quand même à vouloir pratiquer l'activité. Ensuite, on a des activités qui font partie de notre identité, qui font partie de notre personne, de la façon dont on parle, de la façon dont on agit et qui sont intégrées dans notre quotidien. Ça aussi, c'est des activités qui sont faciles à accomplir pour les gens parce que c'est devenu automatique, c'est devenu une habitude. La troisième forme de motivation autonome, c'est quand on accorde une grande importance, qu'on valorise, que ça devient une priorité dans notre quotidien. Et c'est une façon d'atteindre des objectifs comme un moyen vers une fin. Souvent, les gens disent « Pourquoi travaillez-vous? » Bien, pour faire de l'argent. Oui, mais pourquoi est-ce que tu veux faire de l'argent? Pour faire de l'argent. Donc là, on est dans une forme de motivation qui est plus externe. Mais quand quelqu'un dit « Moi, je veux faire de l'argent pour voyager, je veux faire de l'argent pour pouvoir avoir des loisirs, jouer au golf, m'amuser, partager, avoir du temps de faire du bénévolat », à ce moment-là, l'argent devient tout simplement un moyen vers une fin plus importante. Donc, c'est ce type de motivation-là qu'on veut soutenir, qu'on veut encourager, qu'on veut développer, qu'on veut maintenir, plutôt que de faire les choses juste pour éviter les échecs, pour éviter de se sentir mal, pour faire plaisir à papa, maman. Ou peut-être même, on le fait sans même savoir pourquoi on le fait, parce qu'on est pris dans le contexte, on ne peut pas sortir de ce contexte-là. Quand on réussit à développer des motivations autodéterminées, on est en meilleure santé physique et psychologique. On prend des décisions qui sont d'habitude éthiquement plus rigoureuses, mieux réfléchies. On ne fait pas juste penser à notre bien-être à nous, mais on pense souvent au bien-être des gens autour de nous.
On va également développer des habiletés qui sont transversales, c'est-à-dire qu'en faisant du sport ou en allant à l'école, j'acquiers des habiletés qui vont m'être utiles après ça dans toutes les sphères de ma vie. On va également être une personne qui est plus en mesure d'aider les autres à rester motivés et à trouver leur propre motivation à eux. Et ce que les gens veulent au final, c'est avoir du succès, et sans même se concentrer sur le succès, les gens qui ont des motivations autonomes, plus souvent qu'autrement, réussissent à faire davantage de progrès dans la poursuite des objectifs personnels qu'ils ont. Comment est-ce qu'en tant qu'individu, on peut arriver à aider les gens autour de nous à développer ces motivations-là? Bien, premièrement, nous, on a un concept qu'on appelle le soutien à l'autonomie. C'est d'aider les individus à se responsabiliser, à devenir imputables de leur action, et à avoir l'impression qu'ils ont une marge discrétionnaire qui leur permet de décider un peu où, comment ils veulent opérer dans un environnement prédéterminé. Premièrement, on leur donne des choix à l'intérieur d'une structure clairement définie. Je vais vous donner un exemple. Souvent, les gens croient que le soutien à l'autonomie, c'est juste du laisser-aller, du laisser-faire, qu'on laisse les gens libres de tout et de rien. Ce n'est pas le cas. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes un bon parent, que vous construisez un carré de sable dans votre cour, le carré de sable devient la structure à l'intérieur de laquelle l'enfant peut jouer. Est-ce que vous allez aller mettre une chainsaw, des clous rouillés, des bouteilles de vitre dans le carré de sable pour que votre enfant joue? Non. Vous allez choisir un certain nombre de jeux sécuritaires et vous allez laisser l'enfant explorer dans la structure qui est le carré de sable. Fait que cette analogie-là s'applique à nous en tant qu'adultes. Quand vous êtes un gestionnaire, vous avez des attentes, des obligations, des règlements qui créent une structure bien définie à l'intérieur de laquelle vous laissez assez de marge discrétionnaire aux gens pour pouvoir exprimer leurs besoins individuels à l'intérieur de votre organisation. Ensuite, il faut expliquer nos arguments. Les gens ont besoin de savoir et de comprendre pourquoi on prend nos décisions. Donc, il faut expliquer les choses qui sont obligatoires et leur vendre pour qu'ils achètent le rationnel qu'on est en train de leur expliquer. Donc, créer le buy-in, comme on dit en anglais, c'est prendre le temps de persuader, de convaincre, au lieu de tout simplement exiger. Oui, ça vous prend un peu plus de temps. Oui, ça prend les bons mots. Oui, ça nous demande un peu plus d'efforts, mais au final, les gens avec qui vous travaillez vont avoir l'impression que les décisions viennent d'eux, plutôt que les décisions viennent seulement de l'extérieur. Considérez la perspective des gens. Donc, écouter, être empathique, traiter les gens comme des êtres humains. Vous permettre également, en tant que gestionnaire, de montrer votre vulnérabilité, vos doutes, vos inquiétudes, vos craintes. Vous mettre à la même hauteur des gens avec qui vous travaillez. Moi, je coach des enfants l'été. À toutes les fois que je m'adresse à eux, c'est un genou au sol pour avoir un contact visuel avec eux. Souvent, en tant que gestionnaire, vous ne vous placerez pas à genoux devant des adultes pour leur expliquer ce que vous voulez. Mais si vous êtes un gestionnaire, il faut que vous soyez capable de redescendre sur le plancher des vaches et d'interagir avec vos employés sur un niveau égalitaire plutôt que de toujours juste imposer vos décisions aux gens avec qui vous travaillez. Être ouvert au feedback, être ouvert aux critiques pour s'assurer que les gens puissent s'exprimer librement à l'intérieur de votre organisation. Encourager les initiatives. Laissez la chance aux gens de trouver les solutions par eux-mêmes plutôt que de leur donner les solutions automatiquement sans qu'il y ait un mot à dire. Et limiter l'utilisation de mots « tu dois »,« il faut »,« c'est obligatoire »,« il faut absolument que tu fasses ça comme ça, sinon ça ne marchera pas ». Encore là, dans votre langage, assurez-vous d'être assez ouvert pour laisser la marge discrétionnaire que les gens ont besoin pour travailler par eux-mêmes. Bref, j'aime beaucoup ce proverbe danois-là qui résume ce que c'est le soutien à l'autonomie. Si l'autorité n'a pas d'oreille pour écouter, elle n'a pas de tête pour gouverner. Un peu comme le coach que je vous disais que le sourire, c'était son outil primaire pour enseigner. Un bon gestionnaire, son outil primaire, c'est ses oreilles, son écoute, son attention et sa capacité d'utiliser l'input donné par ses employés pour faire grandir son organisation grâce à ce que les gens lui donnent. Quand on réussit à faire ça, les gens vont se sentir compétents, les gens vont se sentir affiliés, intégrés à l'intérieur de votre compagnie et ils vont se sentir autonomes.
libre d'agir et de penser, de s'exprimer, de vous donner la rétroaction que vous avez besoin pour vous améliorer en tant que gestionnaire. Le gros défi qu'on a avec tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'on vit dans une société qui est obsédée par le succès. Donc, il faut qu'on soit capable de créer des petits cocons, des petites bulles de soutien à l'autonomie pour qu'à l'intérieur de cette bulle-là, les gens puissent prospérer et se développer avec leur plein potentiel. Vous le voyez dans toutes les sphères d'activité, que ce soit le top 500 des entreprises, que ce soit les Oscars, que ce soit les Grammy Awards, que ce soit la Coupe Stanley présentement qu'on a à la télé, les gens ne pensent qu'au succès en termes de victoire et de défaite. Et malheureusement, combien de gens ici présents aujourd'hui peuvent lever la main et dire qu'une journée dans leur vie, ils ont été le meilleur au monde dans ce qu'ils faisaient? À peu près personne. Donc, par défaut, on est tous des cas d'échecs sur deux pattes ambulants parce qu'on ne réussit pas à atteindre les standards de succès que la société essaie de nous vendre. Et c'est la raison pour laquelle, très rapidement, dans nos activités de recherche et d'intervention, on a développé une façon différente de définir et de regarder le succès. Oui, il y a les critères standards, les gens veulent être meilleurs que les autres, les gens veulent atteindre des normes, dépasser des normes. Mais au final, le succès, le critère le plus important, c'est les critères personnels que vous avez pour définir le succès. Vous avez tous des objectifs. Est-ce que vous progressez suffisamment dans la poursuite de vos objectifs? Est-ce que vous avez l'impression de vous améliorer d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre? Et si vous êtes une personne de mon âge, c'est peut-être même plus l'amélioration qui vous préoccupe, c'est le maintien des acquis que vous avez. Je le sais quand je fais de l'entraînement physique, que progressivement, je suis en train de perdre de la masse musculaire, de la vitesse, du temps de réaction. Mais si je suis capable de maintenir ça le plus longtemps possible, c'est mon objectif présentement. Donc, pas juste des objectifs de croissance et de développement, des objectifs de maintien durable des habiletés que vous avez développées au cours de votre vie. La capacité d'apprendre également est un autre indicateur très important. Est-ce que vous apprenez rapidement lorsque vous êtes exposé dans un nouvel environnement? C'est tout ce que vous pouvez vous demander en tant qu'individu, de vous améliorer, d'apprendre et d'atteindre votre plein potentiel à vous. Quelques citations que j'adore pour résumer ça, qui viennent de grands coachs et de grands athlètes. On a Emmitt Smith, un des très bons joueurs de football dans la Ligue nationale de football américaine, qui nous dit « Gagner, c'est quelque chose qui se construit physiquement et mentalement à tous les jours. Et quand on s'entraîne le jour et la nuit, même dans nos rêves. » On a Joe Paterno, qui est un coach de football universitaire américain, qui nous dit « La volonté de gagner est importante, mais la volonté de se préparer est vitale. Ça passe par le processus. La victoire est une conséquence, ce n'est pas une fin en soi. » Joe Torre, coach des Yankees de New York, ancien coach des Yankees de New York, nous dit « Compétitionner au plus haut niveau, ce n'est pas à propos de gagner, ce n'est pas la chose la plus importante. C'est à propos de la préparation, du courage, de comprendre et de soutenir les gens et le cœur des gens avec qui nous travaillons. La victoire, c'est le résultat, ce n'est pas une fin en soi. » Je vais également terminer en vous montrant quelque chose d'important. Le progrès, l'amélioration, le développement d'une personne, c'est plus important que sa performance brute. Et j'aime dire cette phrase-là, les meilleurs du début ne seront pas nécessairement les meilleurs à la fin. Puis pour vous montrer cet exemple-là, j'ai eu la chance de grandir à Laval avec Alexandre Daigle et Martin Saint-Louis, que j'ai vu jouer au hockey quand ils étaient petits, adolescents, plus vieux. Et Alexandre Daigle a été repêché premier rang de la Ligue nationale de hockey pour les Sénateurs d'Ottawa au début des années 90. Martin Saint-Louis n'a même pas été choisi par une équipe de la Ligue nationale de hockey lors du repêchage. Et pourtant, au final, Alexandre Daigle a connu une belle carrière. Je sais qu'il y a des détracteurs qui disent qu'il a connu une carrière horrible, mais moi, je ne suis pas d'accord.
Alexandre a connu une belle carrière, mais pas à la hauteur des attentes que les gens avaient envers lui. Martin Saint-Louis a connu une carrière plus brillante sur papier, mathématiquement, au niveau des statistiques qu'Alexandre Daigle. Donc, les meilleurs du début ne seront pas nécessairement toujours les meilleurs à la fin. Et ça, c'est un message très important à envoyer aux enfants, aux adolescents, aux jeunes employés que vous recrutez dans vos entreprises. À talent égal, la personne qui fait plus d'efforts risque de finir par gagner la bataille. Et parfois même, des gens qui ont un potentiel peut-être un peu plus faible réussissent même à dépasser les gens qui ont plus de talent, qui ont plus d'habileté, tout simplement parce qu'ils réussissent à travailler plus fort, d'une manière plus disciplinée, avec des motivations de meilleure qualité sur de très longues périodes de temps. Donc, progrès, apprentissage, maîtrise et optimisation de votre potentiel sont les vrais et les bons indicateurs de succès sur lesquels vous devriez mettre votre priorité et votre focus. Merci beaucoup.